Bonsoir, merci de nous recevoir chez vous. Suppression des frais sur le visa biométrique étranger. L'État sénégalais accepte de perdre 10 milliards de francs CFA, somme énorme certes, mais selon les acteurs du tourisme, les retombées pour ce secteur seront beaucoup plus importantes. D'abord sa relance, ensuite la création d'emplois et enfin le développement économique. Alors pour les acteurs, vivement que la suppression se concrétise à Diatala. Le secteur du tourisme à l'agonie depuis une décennie espère sortir du gouffre avec la réduction des taxes sur les billets d'avion et la suppression prochaine des visas biométriques. Les acteurs du tourisme qui saluent la mesure pensent qu'elle vient à point nommé. J'étais dans un espace hôtelier où il y avait plus de 200 chambres, totalement vides. C'était vraiment désespérant de voir tous ces gens qui étaient en train de préparer le bord de plage et il n'y avait pas de touristes. Nous sommes passés d'une destination en 2006 qui avait 880 000 arrivées touristiques, n'est-ce pas, à aujourd'hui moins de 500 000 arrivées. Nos compatriotes qui avaient l'intention de venir au Sénégal et qui ne pouvaient plus le faire à cause de cette sorte de barrière que constitue le visa. Avec moins de 300 000 arrivées par an, les professionnels du tourisme espèrent que la suppression du visa biométrique ne peut que relancer le tourisme. Entre ce qu'on gagne en prenant des visas et ce qu'on perd ipso facto en perdant tous ces touristes qui viennent au Sénégal et tous ces gens qui voyagent, qui viennent au Sénégal. Il est beaucoup plus important de rester un pays ouvert. Le président a tout intérêt à s'appuyer sur le secteur touristique pour permettre, n'est-ce pas, à tous ces jeunes, n'est-ce pas, tous ces jeunes qui sont à une quête permanente de demande d'emploi, d'en bénéficier. Il souhaite également que l'État fasse mieux pour redorer le blason du secteur. À côté de cette mesure fiscale, bien sûr, il est important quand même de créer les conditions, n'est-ce pas, d'une bonne ouverture du ciel. Dans un secteur, si vous voulez, qui est devenu sinistré. C'est vrai que le fait de le faire pour la Casamance a été salué. C'est important et encore important de le faire pour les autres régions. Les récifs hôteliers qui ont commencé à confectionner des brochures promettent de mieux vulgariser les décisions pour le retour massif des touristes. À Diatala, une autre mesure qui va bien générer des retombées, la réduction de la parafiscalité sur le billet d'avion. Des agences de voyage avec une certaine baisse sur le coût du billet d'avion vont accueillir beaucoup plus de clients. Seul problème, l'impuissance de l'État face aux taxes imposées par les compagnies aériennes. Fatima Taba, Djibi Diallo. Raki et Christiane, deux chefs d'agence de voyage qui n'ont retenu qu'une chose du discours à la nation du chef de l'État, la baisse de la parafiscalité sur le billet d'avion. Une décision qui vient à son heure. Je pense que c'est une très bonne mesure. Ça va inciter les gens à plus voyager, à mon avis. Sauf que la mesure n'est pas encore... Elle n'est pas encore effective, hein, parce que jusqu'à aujourd'hui, je vois qu'il y a encore les taxes. Il y a une seule taxe qu'on a diminuée, c'est la taxe SN. C'est le timbre de 7 000 qui est passé de 7 000 à 2 000 francs. Voyager maintenant coûte excessivement cher. Si vous regardez maintenant, peu de gens voyagent en famille, même la sous-région coûte excessivement cher. Donc, si aujourd'hui les billets doivent être réduits, c'est une très bonne chose. Une réduction allant jusqu'à 50%, ces professionnels du transport expliquent la démarche et donnent les limites du gouvernement dans cette logique. La taxe la plus importante, c'est la surcharge carburant qui revient aux compagnies aériennes et qui fait que le prix d'avion il gonfle considérablement. Souvent, les gens pensent qu'un billet qu'ils achètent habituellement à 500 000 francs va passer à 250 000 francs. Ça ne sera pas du tout le cas. Les 50 000 francs, c'est sur la base du hors-taxe. Et si vous regardez, les taxes sont plus élevées que le prix du billet. Peut-être la baisse sera peut-être de 50 000 francs ou 100 000 francs sur le billet d'avion. La réduction de certaines taxes sur le billet d'avion entre dans le cadre du relance du secteur touristique sénégalais. La suppression du visa étranger, une autre mesure allant dans ce sens. Nous restons avec l'économie. Le Sénégal se rapproche des taux de croissance dont son économie a besoin pour la réalisation des objectifs du plan Sénégal émergent, 7 à 8%. Une révélation du chef de l'État à l'occasion de la réunion de partage des résultats du PSE tenu à Diamniadio. Macky Sall s'est félicité des efforts consentis par le Sénégal dans la maîtrise des déficits budgétaires. Malgré ces avancées, le président Sall estime que beaucoup reste à faire, notamment en ce qui concerne l'accompagnement du PSE
PSE par le secteur privé et l'amélioration des normes de performance de l'administration. Plan Sénégal émergent toujours. La région de Matam a fait son combat, un combat qu'il compte mener jusqu'au bout pour sa réussite. Une réussite qui garantit aussi celle du pays. Ce sont les propos du gouverneur de Matam. Nous l'écoutons avec Ali Bandelnian. Nous sommes déterminés à nous engager dans la réalisation du plan Sénégal émergent, cette vision tracée par le chef de l'État pour la résolution des préoccupations des populations. Secteur des médias, maîtriser les termes de leur contrat, savoir les négocier. Les hommes des médias à l'école de la nouvelle convention collective. 3 jours pour en maîtriser les tenants et les aboutissants. Un atelier avec les membres du SYNPICS. Acte 1 des dispositions de la nouvelle convention. Selon le secrétaire général du SYNPICS, ce que nous écoutons avec Maïmouna Ndiaye Djibi Diallo, Ibrahim Abdou Khalil Ndiaye, il s'appelle. Notre objectif, c'est d'outiller nos plénipotentiaires, ceux qui vont aller à la négociation active, à la négociation réelle, pour faire en sorte quand même qu'ils puissent maîtriser l'art de la négociation collective, mais faire en sorte aussi qu'ils puissent maîtriser quand même les contours de la nouvelle convention collective, ce qu'il y a comme nouveauté ou autre, mieux l'appréhender pour que dans la phase active des négociations, qu'on puisse avoir les meilleurs accords possibles pour les professionnels des médias. On a proposé une nouvelle convention collective, on a dénoncé celle qui nous préside présentement, donc il faut que nos membres, ceux qui vont aller négocier, puissent être dans les conditions optimales pour bien négocier et avoir le plus de gains pour les professionnels des médias. Nous restons avec la presse, convention collective ou convention maison, les deux sur la balance, le choix est fait. Certains votent pour la convention maison, mais jusque-là au Sénégal, quelques rares organes de presse ont réussi son application. Alors pour les professionnels de l'information, il est temps de penser à sa généralisation. Maïmouna Ndiaye Djibi Diallo. Traduire des revendications, améliorer les conditions de travail, l'utilité d'une convention maison. Dans la presse, la RTS a réussi ce grand pas en 2005, après 2 ans de négociations. Nous avons pris tous les avantages qu'il y avait dans la convention actuelle des journalistes, plus d'autres avantages d'autres conventions. Nous avons fait une sorte de benchmarking et nous nous sommes retrouvés avec vraiment beaucoup d'avantages dans cette nouvelle convention. La convention maison réduit la précarité des professionnels de l'information. Avec la floraison des médias, ne faudrait-il pas encadrer ce système? Si c'est le cas, ça risque de partir dans tous les sens. Donc quoi qu'il arrive, l'État va encadrer et l'État, pour encadrer, met en place une loi qui, en l'occurrence, existe déjà. Après maintenant, si chaque entreprise doit avoir sa convention maison, son accord d'entreprise maison, il faut qu'il y ait des avantages autres que ce que propose la loi, mais pas moins. L'ancien secrétaire général adjoint du SYNPICS propose la mobilisation des entreprises. Les entreprises gagneraient à négocier, en fait les travailleurs de certaines entreprises gagneraient à négocier une convention maison. Parce que en fait, la convention nationale, souvent c'est des minima. Or en interne, vous pouvez négocier des avantages que d'autres professionnels peut-être n'ont pas. Avec la nouvelle convention collective, les conditions de travail des professionnels de l'information seront améliorées. Les journalistes s'attendent aussi à la généralisation des conventions maison. Maïmouna Ndiaye, Dakar Dem dit que le marron beige, plutôt le bleu jaune, cède la place au marron beige. Arrêts et bus change de couleur. Marron beige, une combinaison de couleurs qui rappelle le parti actuellement au pouvoir et qui suscite beaucoup de questions chez certains citoyens. Pourquoi chaque régime ses couleurs et nos couleurs nationales? Dakar Dem dit un bien public ou privé, des questions et une alerte. Attention au casse, ce sont les propos d'un syndicaliste de la société de transport. Reportage Aminata Mbaré Sow à la caméra Ilia Mohamed. Des bus beige-marron à la place du bleu-jaune, la société Dakar Dem Dikk se met aux couleurs de l'APR. De nouvelles couleurs au profit du pouvoir en place, un état de fait qui fâche certains. Donner à l'Alliance pour la République la possibilité de mettre ses couleurs sur les bus qui appartiennent à l'ensemble des Sénégalais, la compagnie étant un patrimoine national, une entreprise nationale, c'est leur donner un espace publicitaire gratuit, espace auquel les autres partis politiques n'ont pas droit. Ça, c'est un déséquilibre en faveur de son parti. Si chaque fois Dakar Dem Dikk change de couleur au gré des régimes qui passent, nous sommes les plus gros transhumants du monde. Au sein même de la société Dakar Dem Dikk, le beige marron est loin de faire l'unanimité. Mamadou Goudiaby, syndicaliste, met en garde. Depuis la création de Dakar Dem Dikk, 178 cars ont été cassés
ou brûlés. Tout simplement parce qu'une tierce personne a eu maille à partir avec l'État qui se permettent d'attaquer le bus. L'actuel régime n'a qu'à s'attendre à prendre part aux conséquences lorsque les casses vont y arriver. Entre récrimination, condamnation, ces citoyens trouvent la priorité ailleurs. Je pense que moi, ça n'a aucune importance pour moi. Parce que le plus important pour moi, c'est que les gens puissent se déplacer convenablement. Que ça soit une couleur marron, bleu ou violet, le plus important, c'est qu'on puisse entretenir les bus de façon convenable, que les citoyens qui veulent se déplacer pour aller à un point précis puissent y aller sans trouver de problèmes majeurs. Des bus aux couleurs nationales, une solution pour clore définitivement le débat. Aujourd'hui, si on veut participer à la préservation du matériel, il faut plutôt peindre les bus aux couleurs de la nation, verte, jaune, rouge. Réaction de Maître Moussa Diop avant la fin de cette édition. Il sera notre invité. La sécurité sanitaire de nos aliments nous préoccupe-t-elle? Pour certains, l'essentiel, c'est de se remplir le ventre, que cela soit juste succulent. Et pourtant, un très bon repas peut cacher bien des dangers. Une épice de taille souvent oubliée. L'hygiène, la règle numéro 1 en ce jour de célébration de la Journée mondiale de la santé. Mambiram Diouf, Modou Diop. De l'achat à la consommation, en passant par la production, tout produit ou tout aliment doit faire l'objet d'un contrôle minutieux. Une fois au marché, cette dame attentionnée vérifie d'abord la qualité, avant tout marchandage. Je ne laisse rien, je vérifie tout pour ensuite acheter de bons produits et une fois à la maison, je lave bien les légumes. Un geste simple, une règle élémentaire mais essentielle en matière d'hygiène. Pour la préparation, il faut se laver les mains d'abord. Avec du savon, et de l'eau de javel. Là où on met le shawarma, on doit enlever la viande et doit les conserver. Le lendemain, on peut les remettre. Et laver bien, laver bien le truc du shawarma là. Ça ne doit pas dépasser 2 ou 3 jours. Durant le temps de cuisson, les bonnes pratiques ne sont pas négligées. Tout le temps, il faut nettoyer avec du savon et de l'oignon ou avec de l'eau de javel et acheter une pompe et pomper toutes les insectes qu'on sort. Là aussi c'est très important avant de commencer le travail. Que ce soit la nourriture que je vends ou sers à la maison, je respecte toujours les mesures d'hygiène. Mais ce n'est pas toujours le cas pour ce monsieur qui dit accorder beaucoup d'importance à la qualité des aliments. À chaque fois quand je mange, je vérifie quoi je mange. Il y en a qui ne respectent pas ça parce que eux, ils veulent travailler pour gagner de l'argent, mais ils ne travaillent pas pour prendre soin des autres humains, quoi. Des conseils à respecter pour une alimentation saine. Soutien de la Fondation Servir le Sénégal aux 5 prisons de Dakar. Pour chaque prison, un lot de vivres destiné aux détenus. Geste important pour l'administration pénitentiaire. Fatih Dian, Thierno Laurent Mendy ont suivi la tournée de la Fondation Servir le Sénégal. Première étape de cette visite, la prison du Cap Manuel. Par ce geste, la Fondation Servir le Sénégal offre un important lot de vivres à cette maison d'arrêt. Autre prison, même décor. Nous sommes à la MAC de Rebeuss. Ici également, des plats bien garnis, de l'eau, du sucre, entre autres vivres ornent l'enceinte. Un geste bien accueilli. Ce geste à sa portée, il fait partie de la deuxième mission de l'administration pénitentiaire, qui est la réinsertion sociale, mais qui est encore de tisser les liens familiaux. Nous sommes venus aujourd'hui au nom de la première dame, Madame Mariam Sall, présidente de la Fondation Servir le Sénégal. Elle est venue vous apporter son soutien. Elle est venue vous dire qu'en ces jours où nous célébrons 55 années d'indépendance, les personnes qui sont là, pour une période provisoire ou longue, elle voudrait leur transmettre ses pensées affectives et leur dire aussi qu'ils font partie des fils de la nation sénégalaise. La délégation de la Fondation s'est également rendue à la maison d'arrêt et de correction de Liberté 6. Nous sommes dans un camp pénal, donc c'est un établissement pour peine. On y reçoit des condamnés à de très longues peines. Donc certains sont là et ne reçoivent pratiquement pas de visite ni de plat. Si nous voyons en tout cas de bonne volonté venant de la première dame,
ça montre que vraiment toute l'estime qu'a les plus hautes autorités envers la famille pénitentiaire. Les femmes détenues n'ont pas été oubliées. Après Liberté 6, cap sur la maison d'arrêt pour femmes de Rufisque. Nous vous remercions au nom de toutes les femmes qui sont ici. Merci. Merci encore une fois. Cinquième et dernière étape de cette visite, la maison d'arrêt de Sébikotane. Geste venant de la Fondation Servir le Sénégal nous va droit au cœur. Si vous pouvez perpétrer ces genres de gestes aussi, vraiment, ça va nous aider ici dans la prison. La Fondation Servir le Sénégal compte pérenniser cet acte de bienfaisance. Fatidia, Sénégal, les croyances mystiques, les cimetières ne sont pas épargnés. Souvent, la quiétude de ses occupants est troublée pour l'acquisition d'un bien mondain. Pour beaucoup, un acte inhumain. Alors, il faut sévir, mais aussi garantir une certaine sécurité dans ces citadelles du silence visitées par Pape Nderifal et Thierno Laurent Mendy. Au Sénégal, la profanation des tombes commence à devenir monnaie courante. Les Sénégalais ont tendance à croire en beaucoup de choses qui sont en dehors des choses de Dieu. Je ne peux pas l'exclure parce que je sais que, étant africains et sénégalais, nous avons des croyances ancestrales, que des fois on nous amène à faire des choses qu'un bon croyant n'aurait pas fait. Même s'il n'est pas témoin oculaire de la profanation, des anecdotes ne manquent pas. Une fois, j'ai vu un gosse pris par des dames qui étaient venues à un enterrement. Ces dames m'ont dit qu'ils voulaient enterrer quelque chose auprès d'une tombe. Mais franchement, je vous le dis, je n'ai pas vu la chose dont elles m'ont dit. Des fois, on marche sur une allée, on voit des choses dont on sait qu'un bon croyant ne doit pas les utiliser ou un bon croyant ne doit pas les amener au cimetière. Babacar et Cheikh, deux habitants de Yoff, fustigent cette attitude et proposent même des solutions. Devant les faits, si vous voyez quelqu'un profaner une tombe, il faut le dénoncer. Je pense qu'on doit avoir plus de considération pour les cimetières en y mettant plus d'harmonie avec des bancs, des fleurs pour que les gens les fréquentent. Aménager un jardin devant les cimetières serait une bonne chose et ça permettrait de décourager un tout petit peu les éventuels profaneurs de tombes. La profanation, un sujet qui refait surface. Les gardiens de ces citadelles du silence, longtemps taxés de complices, rejettent ces accusations. Football pour démarrer la 14e journée de Ligue 1 de football a enregistré 26 buts en 8 rencontres, un fait inédit depuis l'avènement du football professionnel. L'état irréprochable des pelouses, la plupart en gazon synthétique, le niveau du championnat de plus en plus élevé. Acteurs et observateurs tentent d'expliquer cette cascade de buts avec Pape Cheikh Diak, Malika et Mohamed Jam. 26 buts inscrits lors de la 14e journée de Ligue 1, soit une moyenne de 3,7 réalisations par match, un record historique dans le championnat local professionnel. Le dernier record en date, c'était 22 buts et ça datait de la saison 2010-2011. L'autre particularité de cette 14e journée, c'est l'absence de match nul. La qualité des pelouses, du gazon synthétique en bon état à la place de terrain vague, pas étrangère à cette statistique, selon cet observateur et cet acteur. En Ligue 1, on a vraiment forcé toutes les équipes à jouer sur les pelouses. Donc je pense que si on continue comme ça, ça ne peut que s'améliorer. Je prends l'exemple de l'Olympique de Ngor qui n'arrivait pas à marquer 4 buts chez eux. Et là, il commence à recevoir à Demba Diop et là, il commence à marquer. Autre facteur pouvant expliquer cette pluie de buts, le niveau du championnat de plus en plus élevé, selon le co-meilleur buteur du championnat de Ligue 1 avec 6 réalisations. Le niveau est élevé, franchement, par rapport à l'année passée. On dispute des matchs âprement. De telles journées aussi prolifiques en but, une bonne publicité pour un football local en mal de popularité.
pour amener les spectateurs au stade, c'est en leur offrant un très beau spectacle. Pour avoir des sponsors, il faut offrir du spectacle aux spectateurs. Simple éclaircie sur le ciel de la Ligue 1 ou prémisse d'une belle seconde partie de championnat, cette 14e journée de l'élite restera à coup sûr dans les annales. Bis repetita pour cette 15e journée, les amateurs ne demandent que ça. Promouvoir la pratique du sport à l'école, l'objectif de la Conféges, de la Confemen et de l'IAF. Les trois institutions ont signé dans ce sens une convention tripartite. Un hommage a été aussi rendu au président de l'IAF, Lamine Diak, Bourama Ali Harouna, secrétaire général de la Conféges, que nous écoutons avec Pape Cheikh Diak. À travers l'éducation physique à l'école, que les enfants apprennent, commencent même à apprendre tout ce qui est respect des règles, respect des lois, respect de l'arbitre, maîtrise de soi, endurance. Il y a un ensemble d'atouts que la pratique du sport permet. Avec la Confemen qui est chargée de l'éducation, avec la Conféges qui est chargée de la pratique du sport au niveau et de la jeunesse, et avec la Fédération internationale d'athlétisme, donc l'Union des élèves, nous avons signé cette convention. Et le Sénégal, aujourd'hui, à l'instar du Togo qui a lancé ça, à l'instar de la Côte d'Ivoire et d'autres pays, le Sénégal devient le 7e pays qui lance ce programme. Ensuite, on a profité pour faire hommage au président Lamine Diak qui a été, comme vous l'avez entendu, pour nous, il a été le père fondateur, un des pères fondateurs de la Conféges. Maintenant, place à l'invité du jour. Nous vous l'annoncions dans les titres. Il s'agit de Maître Moussa Diop. Il est le directeur général de Dakar Dem Dik. Maître Moussa Diop, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'avoir répondu à l'invitation du groupe Futur Média. Vous avez suivi avec nous le reportage sur Dakar Dem Dik et ses nouveaux habits, Dakar Dem Dik et ses nouvelles couleurs. Nous allons un peu faire dans la provocation pour reprendre les termes du syndicaliste. Dakar Dem Dik a-t-il transhumé ou bien roule-t-il pour la paire avec ses nouvelles couleurs? Merci beaucoup, madame, de me permettre de m'expliquer aujourd'hui face aux Sénégalais, face effectivement à une situation aujourd'hui ourdie par certaines personnes, considérant qu'il y a des difficultés concernant les goûts et les couleurs. Ça fait 7 ou 8 mois que je suis nommé directeur général de Dakar Dem Dik pour être au service des Sénégalais et plus particulièrement de la capitale sénégalaise et à gérer Dakar Dem Dik sans parti pris. La seule instruction que j'ai reçue des autorités, c'est de moderniser, bien entendu, la société Dakar Dem Dik, de permettre aux Sénégalais d'aller et de venir du Dem du Dik dans de bonnes conditions, de parfaire la régularité des bus, parce qu'on a assez entendu que Dakar Dem Dik bu demee du Dik, parce qu'effectivement le parc avait beaucoup baissé, mais également de permettre aux Sénégalais de voyager dans la sécurité, dans le confort et bien entendu de démocratiser le réseau. C'est-à-dire de permettre aux personnes qui sont en haute banlieue d'être accessibles et d'accéder à la capitale. Il y a des quartiers, vous savez que la capitale s'agrandit, qui n'ont jamais vu la couleur d'un bus. Il y a même des quartiers, quand j'entends leur nom, Nyakoulrap, vous avez des quartiers derrière Kermassar par exemple, ils ont besoin d'avoir effectivement l'usage de ces bus. Je pense que le plus important c'est ça. Et depuis que je suis nommé, je ne me suis pas précipité sur un plateau pour dire j'allais faire, je veux faire des promesses. J'ai préféré attendre la réalisation de ce projet ambitieux du chef de l'État par l'arrivée des bus qui commencent avant de venir sur un plateau pour m'expliquer. Aujourd'hui, par rapport à l'interpellation que vous me faites, il n'y a pas de question de parler de transhumance ou pas. Parce qu'une société évolue. Nous sommes dans le dynamisme, pas dans le statique. Et nous ne sommes pas tout simplement fixés sur des principes, on n'évolue pas. Non, je suis sur l'évolution. Vous l'avez dit tantôt, excusez-moi, vous l'avez dit tantôt, les couleurs et les goûts ne se discutent pas, mais pourquoi choisir marron et beige, des couleurs qui rappellent la paire? Et à un moment donné, les Sénégalais l'ont dit dans le reportage, ils ont du mal à comprendre. Pourquoi PS vert-blanc? Pourquoi PS jaune-bleu? Aujourd'hui, la paire marron-beige. Alors, moi je crois à une chose, hein, madame, c'est-à-dire que restituer la réalité par la presse, par le journaliste, de façon objective, en disant tout ce qu'on a vu. Est-ce que ce sont uniquement des bus de cette couleur-là qui sont là? Je suis venu avec des images, parce qu'une image, ça vaut plus que 10 000 paroles. Est-ce que ça ne va pas se faire au fur et à mesure? Je m'explique. Allez-y. Je dis bien,
l'autre jour, le 4 avril, lorsque ces bus-là ont été présentés au peuple sénégalais et que le président de la République m'a remis les clés pour l'usage de ces bus, permettre aux Sénégalais d'avoir cette possibilité d'aller et de venir, il y avait plusieurs bus qui étaient là. Ce projet que j'ai piloté jusqu'à présent, les Sénégalais peuvent le voir, je donne les images. Il y avait des bus blancs qui sont dédiés aux étudiants, qui étaient là. Personne n'en parle. Vous aviez également des bus, parce qu'on est dans l'interurbain, c'est-à-dire permettre aux Sénégalais d'aller et venir entre les villes, de Dakar à Saint-Louis, à Touba, à Thiès, Kaolack, Tambacounda et d'autres villes, ça va venir. Il y a également des bus blancs pour ça. Et ces mêmes bus blancs-là vont être utilisés également entre Dakar et l'AIBD, l'aéroport qui va être construit. Vous avez également des bus pour le transport des personnes et de location de cette couleur. Comment s'est fait le choix des couleurs? Sur quelle base vous avez décidé que telle couleur, le blanc c'est attribué aux étudiants, le bleu c'est à telle catégorie socio-professionnelle ou bien à telle catégorie de la société? Comment s'est fait le choix des couleurs? Ça s'est décidé au sein de Dakar Dem Dikk sous ma direction. J'ai pris la décision de moderniser ces sociétés sur effectivement les principes et les règles qui m'ont été fixées pour évoluer. Et je termine juste sur ce point pour montrer également que les élèves du Sénégal ont droit aujourd'hui à des bus dédiés de cette couleur pure jaune qui a été présentée. Personne n'en parle. Vous avez également cette couleur de bus qui est là. Et tout le monde... La combinaison de couleurs qui interpelle. Parce que ça rappelle la paire, naturellement. Vous savez, je vais vous dire une chose très claire. Ce bus que vous voyez, qui est un bus... Et c'est destiné à l'urbain. D'accord. À l'urbain. Parce que le président de la République veut quand même que tous les Sénégalais y voient. Dans ce bus, vous avez ces couleurs-là. Les barres sont en rouge bordeaux, les sièges en bleu et les accoudoirs, effectivement, en jaune et bleu. D'autres pouvaient dire que ça leur rappelle quelque chose. Mais je pense que le plus important, ce n'est plus de se limiter à des histoires de couleurs et tout simplement de goût. D'autant plus que le logo de Dakar Dem Dikk d'aujourd'hui, que je présente aujourd'hui, c'est en vert, jaune et rouge, qui rappelle le drapeau national. Parce que c'est un patrimoine national. Vous n'avez pas peur qu'à la longue, que l'entreprise Dakar Dem Dikk perd un peu de son identité? Vous savez, le PS avec ses couleurs, le PDS avec ses couleurs, l'APR qui arrive au pouvoir avec ses couleurs et son logo et l'identité de l'entreprise dans tout ça. Certes, l'entreprise évolue naturellement. Évolue naturellement. Vous savez, moi, l'histoire de ces couleurs-là, le PS n'a pas le monopole du vert. C'est comme si aujourd'hui vous allez au marché HLM, que vous voulez acheter des tissus, on va vous interdire de vous acheter des tissus verts. Mais ça rappelle quand même le Parti socialiste. Peu importe. Mais je vous dis, moi je suis un homme de droit, je suis avocat. Tout ce qui n'est pas permis, ou n'est pas interdit, pour être plus précis, est permis. Nous sommes dans un pays de démocratie. Je donne un exemple, par exemple. Si vous prenez l'exemple de l'arrêté qui a été pris par la mairie de Dakar en 2006, sur les édifices publics, sur les bâtiments, il y a des codes couleurs. Là, c'est réglementé. Mais là, en matière sociale, pourquoi une société n'évoluerait pas? Reste dans l'âge de pierre. Moi, je ne suis pas dans cette dynamique-là. Ce qui m'intéresse, c'est de permettre aux Sénégalais d'aller et de venir. Ceux qui sont, par exemple, au marché Kermel, qui sont, par exemple, à Petersen. Parce que nous savons ce qui se passe depuis 7 mois que je suis là. Vous n'avez pas entendu bruit à Dakar Dem Dikk. Et pourtant, c'était une société à problème. Vous ne vous posez pas cette question. Gérer une entreprise, ce n'est pas uniquement le mur, ce n'est pas uniquement le foncier, ce n'est pas uniquement le compte, c'est gérer également les hommes. J'ai entendu tout à l'heure effectivement quelqu'un intervenir pour parler de transhumance ou d'autres choses. J'ose espérer que, parce que je ne le vois pas parler en tant que syndicaliste, mais en tant qu'homme politique. Il était bien dans... C'est son opinion, c'est son avis. C'est son avis, mais je pense bien qu'il a parlé comme homme politique parce qu'il a ses idées politiques également. Il appartient à un parti politique qui n'est pas le parti au pouvoir. C'est pourquoi je veux tout simplement être très clair. Moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de permettre aux personnes qui sont en haute banlieue d'aller et de venir, d'aller au travail. J'ose espérer que vous-même, vous laisserez votre véhicule à domicile pour prendre maintenant des bus. Bientôt, on aura Thiès Dem Dikk. Je vais vous dire une chose. Nous avons pris 5 destinations pilotes pour tester. Et j'ai été à Thiès voir le maire, j'ai rencontré le gouverneur Si. J'ai été à Touba. J'ai été également à Saint-Louis, y compris le maire et le gouverneur. J'ai été également à Tambacounda par une mission. Mais vous avez également Kaolack. Ce sont ces 5 destinations pilotes-là. Parce que le chef de l'État, dans sa vision du PSE, a voulu faire participer tous les Sénégalais, pas uniquement ceux qui sont à Dakar, parce que le Sénégal ne se limite pas à Dakar, de ce projet-là. Il faut quand même penser à eux. Quoi de plus beau?
de mettre à leur disposition un bus climatisé qui quitte Dakar à heure précise, même pas plein, mais à heure précise, et qui va à Saint-Louis. Les gens se reposent, somnolent, arrivés à Kébémer, on vous réveille, café chaud, du chocolat, du thé, pour vous mettre à l'aise. C'est le confort. Vous y croyez? C'est ce que moi je ne crois pas, moi je suis un réaliste, et que je ne promets jamais. D'ailleurs, là où je suis actuellement à Dakar Dem Dikk, les salariés, les personnels qui m'entendent, ont organisé l'autre jour une fête à mon honneur, à Pikine, le dimanche dernier. Maintenant, pour en revenir à Dakar Dem Dikk, vous n'avez pas peur avec cette couleur par rapport aux casses des bus Dakar Dem Dikk sont souvent attaqués? Vous n'avez pas peur pour ça? Je vais vous rappeler, parce que vous le savez d'ailleurs, c'est juste un rappel. Quand je suis arrivé, il y a eu une casse de bus l'autre jour devant l'université de Dakar, par des éléments qui ont été identifiés. Et à 16h pile, je me suis dépêché sur les lieux. J'ai constaté, j'ai échangé avec les autorités qui s'occupent de l'enquête. J'ai mis une plainte pénale avec constitution de partie civile parce que ce bien public-là, ce patrimoine national-là, il est hors de question désormais que n'importe qui s'en prenne au seul motif qu'on a mal à la tête. C'est hors de question. C'est pourquoi j'ai mis une plainte et je me suis constitué partie civile. C'est un incident volontaire. Vous avez aussi tenu à insister aussi sur la sensibilisation. Vous savez, j'ai communiqué un peu et j'ai laissé les Sénégalais parler. Mais ces personnes-là identifiées sont aujourd'hui en prison, ont gâché leur avenir. On dit souvent que le Sénégal est un pays de médiation, désolé de le dire. Vous croyez que cette affaire-là ira jusqu'au bout? Moi, personnellement, je vous dis personnellement, tant que je suis au volant de Dakar Dem Dikk, j'irai jusqu'au bout. Et c'est la première fois qu'un DG porte plainte va jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on mette les gens en prison pour répondre de leurs actes. Et j'ose espérer que ces personnes-là, qui aujourd'hui, ce groupuscule, qui soulève ce débat-là, a bien réfléchi avant de dire aux gens, ces bus-là appartiennent à l'APR ou à l'autre, que le jour où vous aurez des problèmes, pensez-y peut-être, ou vous pourrez y penser. C'est une instigation, une complicité par instigation. Ce sont des juristes qui sont là. Je sais très bien qui sont ces personnes qui sont derrière. J'ai beaucoup de respect pour ces personnes-là, mais je pense qu'il faut voir l'essentiel. Cette ménagère qui est dans la banlieue, qui veut accéder par exemple au marché Kermel pour faire son travail à heure due, cet étudiant qui n'a même plus de bus, qui se bouscule, ces gens qui voyagent comme des sardines. Et par rapport au coût, vous parlez de bus climatisés, vous parlez de café chaud, peut-être de kenkeliba chaud, et le coût? Le coût, nous mettrons les prix qu'il faut. Vous savez, je vais vous rappeler également une chose, et je le rappelle aux Sénégalais. Depuis 1998, c'est-à-dire le siècle dernier, le tarif de la première section de Dakar Dem Dikk n'a jamais évolué, malgré la flambée du coût du pétrole et du carburant. Le carburant constitue le deuxième poste le plus lourd à Dakar Dem Dikk. Nous ne vivons que des compensations financières que nous verse l'État. On nous oblige à voyager à un prix déterminé, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, à des distances. Ça n'a pas bougé. Alors qu'à cette période-là, le gazole ou l'essence coûtait 325 francs. Aujourd'hui, nous sommes à 692. Il est temps qu'on mette le juste prix pour que la société puisse raisonnable être quand même pour que ça soit accessible. Assez raisonnable. Je suis un homme de mesure, vous le savez très bien. Donc on peut dire Dakar mu ngi dem mu ngi dikk, c'est sûr. Il va pleuvoir des bus à Dakar. Les Sénégalais me jugeront sur pièce. Qui vivra verra. Merci beaucoup. C'était Maître Moussa Diop, directeur général de Dakar Dem Dikk. Pour finir, parlons maintenant de riz. 1,6 million de tonnes de riz pour le Sénégal en 2017. Un défi que notre pays peut bel et bien relever selon certains producteurs et autres acteurs de l'agriculture. Mais 1,6 million de tonnes de riz demandent et exigent des terres disponibles et riches, une maîtrise de l'eau et un accès au financement. Le dossier économique est signé d'Issa Prera. Faire de l'agriculture moderne un levier essentiel de l'économie, c'est l'option prise par l'État du Sénégal. Toutefois, la modernisation de ce secteur requiert des préalables. Que l'État du Sénégal fasse en sorte que la maîtrise de l'eau soit d'abord un facteur numéro 1 pour l'agriculture au Sénégal. Parce que si nous ne maîtrisons pas l'eau et que nous dépendons tout juste de la pluviométrie, jamais on atteindra nos objectifs. Noor ba ñuy def mbay nawet ak bay noor la ñuy def mbay noor bi li ñu ko xañ mooy ndox mënuñu am ndox benn mbay nawet bi liñ ciy def dañ ciy démêler rek parce que. Si la maîtrise de l'eau pose encore problème, le foncier reste une autre équation à régler pour bon nombre de producteurs. À cela vient se greffer l'épineuse question du financement de la filière, un handicap de taille pour l'essor de l'agriculture. Je pense qu'il y a d'abord le foncier. Vous savez qu'il y a beaucoup de problèmes pour la maîtrise et la gestion du foncier et nous pensons qu'avec la réforme en cours, des solutions vont être apportées. L'autre problème, c'est le financement. Le premier obstacle,
je dirais que c'est l'argent. Parce que nous n'avons pas accès, au crédit, et nous n'avons pas aussi de quoi acheter le matériel agricole. Côté financement, nous avons des moyens de nous banques. Sans conteste, il faut mécaniser l'agriculture pour réussir le pari de l'autosuffisance alimentaire, du matériel léger, mais aussi des tracteurs et autres équipements agricoles. Depuis l'année dernière, l'État s'est engagé à subventionner à 50% le matériel agricole. Bon, rien que pour le matériel, les semoirs, les roues, l'État a subventionné jusqu'à 60% ou 70%. Moi, je suis témoin de ça. Bon. Pour le matériel lourd, ça reste enfin, ça reste quoi. 2017, année fixée par l'État du Sénégal pour atteindre 1 600 000 tonnes de riz paddy. Objectif réalisable si et seulement si toutes les contraintes sont levées. Lisa Prera, merci. Le dossier du jour met fin à cette édition d'information. Pour aujourd'hui, nous partons, mais permanence reste Dakar Dem-Dikk apparemment toujours sur le plateau. Le marron et le beige est bien là. Merci, Chérif. Alors, juste préciser que ça n'a rien à voir. Hein. Et puis, c'est même pas beige-marron, c'est marron, beige, noir. En tout cas, moi, je vois bien marron-beige. Je suis écologiste, reste les verts. Du vert. Merci beaucoup, Astou. Merci. Merci beaucoup à Stobet Diop que nous retrouvons demain. Place maintenant à l'invité du JT de 20h. Antoine Diouf est avec le professeur Abdoulaye Seck, professeur en économie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, pour revenir sur la suppression des visas d'entrée au Sénégal qui rentre en vigueur le 1er mai 2015. Le discours du chef de l'État, l'économie du Sénégal. Monsieur, bonsoir à vous. Bonsoir, Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de la télévision Futur Média. Ce soir, nous recevons un professeur d'économie, le professeur Abdoulaye Seck, agrégé en économie, enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bonsoir, professeur. Bonsoir, cher ami. Alors, nous allons évoquer plusieurs questions relatives à l'économie, bien évidemment, le PSE, la suppression du visa d'entrée, mais également d'autres questions budgétaires. D'abord, le plan Sénégal émergent. Le président Macky Sall a présidé ce matin une rencontre sur le PSE. Et il est satisfait pour l'instant par rapport à ce qui a été fait. Vous, en tant qu'économiste, comment jugez le PSE en un an? Oui, effectivement. En fait, si vous regardez un peu le contenu des débats que nous avons ces derniers jours, voire ces dernières semaines autour de ce plan, que moi je qualifie de très ambitieux et dont la réussite pourrait contribuer vraiment à relancer l'économie de façon très durable. Donc, lorsque vous regardez un peu le contenu des débats, on vous dit tout simplement qu'il nous faut faire un bilan. Moi, je ne suis pas pour ce concept de bilan, parce que vous avez tout simplement un plan qui a 1 an. Et d'ailleurs, même lorsque vous entendez... C'est prématuré de parler de bilan. Prématuré, voilà. Parce qu'en fait, vous avez tout un ensemble de programmes, tout un ensemble d'investissements qui sont réalisés, dont l'objectif fondamental, c'est d'améliorer les fondamentaux structurels sur lesquels repose l'infrastructure économique. Donc là, vous avez tout un ensemble d'actions qui sont prévues par rapport à l'amélioration de la bonne gouvernance. Mais vous avez essentiellement les programmes d'investissement en infrastructure qui seront lancés. Maintenant, lorsque vous regardez un peu l'évolution, vous voyez qu'effectivement, je crois que c'est le ministre qui le disait, il disait qu'on est à l'an 0 de l'exécution. Donc le plan est là dans sa conceptualisation depuis 1 an, mais dans son exécution, on est à l'an 0. Et puis même si on était vraiment à l'an ou bien à l'an 2, on ne verrait pas effectivement les résultats. Parce qu'une fois de plus, nous en économie, nous avons un concept qu'il nous faut vraiment expliquer aux populations. C'est qu'effectivement, ce que nous avons devant nous, c'est des programmes qui visent à, modifier un peu la structure de l'activité économique, autrement dit des programmes structurels. Donc lorsque vous avez ces programmes structurels, les résultats ne se verraient pas dans 1 an ou bien dans 2 ans. Autrement dit, c'est le moins terme. Il faut attendre 2 ans, 3 ans. Moi, je crois qu'un des problèmes que nous avons avec ce gouvernement-là, c'est un peu le déficit communicationnel. Autrement dit, voici un programme que nous lançons, dont les effets seront attendus dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, moyen et long terme, mais ils ne prennent pas suffisamment de temps pour expliquer aux populations comme quoi qu'il faudrait patienter, parce que ce que nous sommes aujourd'hui, les fruits, ce n'est pas demain, mais c'est plutôt après-demain. Oui, on ne peut pas parler de bilan pour l'instant, mais pour ce qui est déjà fait.
Est-ce que cela vous satisfait comme ça satisfait le président Macky Sall? Non, en fait, moi, je vois essentiellement des projets qui sont lancés. Parce que lorsque vous regardez un peu ce qu'on nous dit tout simplement, on va lancer, par exemple, des projets d'infrastructure. On nous dit, par exemple, l'autoroute du Thiès-Touba. On nous dit tout simplement la route... Touba. Tout à fait. On nous dit également un programme infrastructurel au niveau du sud, donc entre Ziguinchor, Kolda et éventuellement Tamba. Donc là, c'est des programmes qui sont lancés. Mais je crois qu'on verrait, on verrait la finalité de ces programmes et les résultats au niveau de l'activité économique à moyen et long terme. Autrement dit, lorsqu'on aura tout simplement désenclavé ces zones de production importantes que nous avons dans la plupart de notre... En fait, je veux dire, par exemple, que nous avons au sud, à savoir les zones de production agricole. Donc une fois qu'on aura tout simplement réussi cette rationalisation infrastructurelle au niveau du territoire national, là vous verrez tout simplement une plus grande imbrication, si vous voulez, de nos différents espaces de production et de consommation au niveau national. Et c'est là où vous verrez effectivement les retombées, non seulement en termes de production accrue, mais également en termes de consommation et de façon générale en termes d'embellie même de l'activité économique. Quand le président Macky Sall parle de satisfaction quelque part, par ailleurs, il parle d'accélérer le rythme des travaux. Est-ce que cela ne traduit pas un sentiment mitigé? Oui, effectivement. En fait, je crois que le sentiment peut être mitigé dans le sens où, d'une part, vous avez tout simplement des programmes dont l'exécution demande du temps, mais également dont la réalisation définitive et les résultats auxquels on pourrait s'attendre viendraient effectivement à moyen et long terme, moyen terme au minimum. Mais de l'autre côté, vous avez tout simplement la pression politique, la pression sociale qui voudrait tout simplement que ces changements qu'on nous a annoncés depuis presque 3 ans, on voudrait voir vraiment l'effet, par exemple, au niveau du pouvoir d'achat, par exemple, des consommateurs. On voudrait voir l'effet, par exemple, par rapport aux problèmes économiques et sociaux auxquels nous faisons face. Nous voulons voir vraiment des améliorations à ce niveau-là. Il n'y a pas d'amélioration avec la CMU déjà, avec les bourses familiales, tout ça? Non, effectivement, non, amélioration, il y en a. Moi, je crois que, bon, en fait, peut-être c'est un exercice peut-être d'évaluation du programme que nous avons depuis peut-être 2012. Je crois qu'effectivement, il y a eu des avancées importantes qui ont été effectivement notées. Vous avez effectivement les bourses familiales, mais vous avez tout un ensemble de projets à mon sens. Je crois que s'il faudrait vraiment voir ce que ce gouvernement ou bien ce que cette présidente tout simplement nous a promis en termes tout simplement d'amélioration des conditions de vie économique et sociale des populations, je crois que ce qu'il faudrait faire de la part des populations, c'est tout simplement la patience. On n'est pas allé vite avant de réaliser un certain nombre de choses, comme l'expression anglaise le dit si bien. Vous-même, vous connaissez l'expression. Il faut d'abord viser avant de tirer. Oui, en fait, ça, c'est vraiment un problème que nous avons par rapport à ce gouvernement-là. Autrement dit, vous avez tout un ensemble de programmes d'investissement que nous avons, dont l'échelonnement est, si vous voulez, dans le moyen et long terme. Mais vous avez de l'autre côté également cette demande sociale qui est relativement très importante et auquel on sait tout simplement avoir des solutions. Mais ce que nous avons à ce niveau-là, vous avez ces programmes de long terme, mais vous avez également des mesures que je qualifierais peut-être même de politiciennes qui viseraient tout simplement à répondre à ces demandes-là. De façon à dire, par exemple, au Sénégal, voici ce que nous faisons pour améliorer tout simplement votre vécu quotidien. Et effectivement, vous avez comme mesure qu'on pourrait amener dans ce sens-là, la baisse, par exemple, des prix des denrées de première nécessité à l'époque, la baisse également du loyer. Donc, autrement dit, moi, je crois que j'avais assisté à l'époque à un débat autour de cette question. Et la question que j'avais soulevée tout simplement, c'est quelle est l'étude qui a été faite pour nous montrer qu'effectivement, c'est une mesure qui contribuera à améliorer de façon définitive les conditions de vie des populations. Et la réponse était non, on n'a pas fait d'études, mais tout simplement l'étude viendra après. Et là, je crois que c'est une stratégie générale que l'on pourrait traduire en anglais. Shoot first, then aim. Autrement dit, voici un chercheur qui part à la chasse. Maintenant, ce qu'il fait, il va sur le gibier, il tire d'abord. Il faut d'abord viser avant de tirer. Autrement, lui, il tire d'abord, ensuite il vise. Et je crois qu'il faudrait inverser la donne là. Parce que tout simplement, un chercheur qui va à la chasse avec ses stratégies, c'est sûr qu'il va rentrer produit. Et je crois qu'effectivement, vous avez une autre mesure qui va dans ce sens-là. Je crois que c'était avec le discours qu'on a eu récemment. Donc, le président qui dit tout simplement, bon, nous allons essayer d'améliorer, autrement dit, la performance du secteur touristique. Et vous avez tout un ensemble de batteries de mesures qui ont été proposées. Mais la question que je me pose, c'est effectivement, est-ce qu'il y a une étude qui a été faite pour nous dire que tout simplement le tourisme est sensible à ces questions-là? Nous allons évoquer ce point précis avec la suppression des visas d'entrée. Alors, est-ce une bonne mesure à votre avis? Non, en fait, de façon générale, je me dis que tout ce qui va à l'encontre, si vous voulez, d'une dynamique productive d'un secteur, il faudrait tout simplement chercher à résoudre ce problème-là. Donc, effectivement, lorsqu'on vous dit tout simplement, pour venir au Sénégal, vous avez tout un ensemble de coûts qu'il faudrait effectivement supporter. Donc, l'idée générale, ou bien si vous voulez, l'esprit est que si vous réduisez les coûts, effectivement, vous allez pousser les individus à venir davantage au Sénégal, à peut-être faire des dépenses importantes avec des rentes de devises importantes qui pourraient effectivement bénéficier à l'économie nationale. Donc, bonne mesure? Non, bonne mesure, je ne dirais pas. Parce que tout simplement... Pourquoi vous ne direz pas que c'est une bonne mesure? Bon, parce que je crois qu'il y a une réflexion qu'il faudrait faire, mais malheureusement, on ne l'a pas encore faite. Pourquoi? On n'a pas fait le bilan? Non, pas le bilan, mais je me dis, posons-nous la question de savoir le touriste qui vient au Sénégal.
quand il prend la décision de venir au Sénégal, plutôt que d'aller par exemple au Maroc ou bien d'aller au Mali, pourquoi il choisit la destination Sénégal? Maintenant, dans son, le calcul qu'il va faire, quel est le poids de ces $50 qu'on lui demande de payer tout simplement pour le visa biométrique? Quel est le poids, si vous voulez, de cette, ou bien si vous voulez, de cette taxe qu'on pose sur les billets d'avion? Vous verrez que tout simplement la contribution est majeure, c'est pas ça qui l'intéresse. Oui, est-ce qu'on ne devrait pas, dans un premier temps, faire l'évaluation des visas d'entrée avant de les supprimer tout bonnement? Parce que ça va être supprimé le 1er mai, comme l'a annoncé le président. Parce que regardez, nous avons tout simplement une mesure qui est là, qui n'a même pas fait 2 ans, on dit tout simplement on va l'abandonner. Donc moi je me dis que quelle était l'idée même derrière la mise en place même de cette mesure-là. Donc moi je me dis que nous sommes dans un pays où on a l'impression qu'on n'a pas d'économistes. Nous sommes dans un pays... Vous êtes là quand même. Non, en fait, nous sommes là, mais je veux dire, l'intelligence économique du pays n'est pas tout simplement appelée à contribuer dans la conceptualisation de ces politiques et dans la réflexion même qu'ils doivent mettre sur la table des plans vraiment qui ont des impacts significatifs sur la vie économique, mais également la vie sociale de nos populations. Et moi, je me dis que la question économique est tellement sérieuse qu'il ne faudrait pas la laisser entre les mains des non-économistes. Et malheureusement, c'est ce que nous avons dans ce pays-là. Parce que lorsque vous regardez la réflexion qu'il y a derrière la plupart des politiques que nous avons mises en œuvre, mais quelle est l'intelligence, quel est le niveau d'implication de l'intelligence économique de ce pays-là? C'est une question qu'on se pose. Derrière la suppression des visas d'entrée, il y a aussi une question de souveraineté. Dans certains pays, on ne peut pas y entrer sans le visa. Est-ce que quelque part, on a renoncé à notre souveraineté? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce qu'en fait, à mon sens, nous sommes dans un contexte économique relativement globalisé, avec un niveau très avancé. Donc, à un moment donné, ce qu'il faudrait faire, c'est essayer de comprendre comment bénéficier, si vous voulez, de ce processus d'intégration très avancé de nos économies. Donc si à un moment donné on se rend compte, après une étude scientifique vraiment significative, comme quoi que les coûts que nous imposons sur nos frontières, là, c'est des coûts qui freinent tout simplement cette activité touristique. Effectivement, à l'issue de cette étude, on aura comme recommandation réduire ces coûts, voire supprimer-les. Mais je crois que ouvrir les frontières n'est pas tellement signe de renonciation, mais c'est plutôt un acte volontariste d'amélioration du profil économique du pays. Mais je veux dire, toujours est-il qu'il faudrait une réflexion qui se fasse avant pour nous dire que tout simplement pour améliorer la donne économique, voici les mesures qu'il faudrait mettre en avant et voici tout simplement l'échéance qu'on pourrait mettre sur la table en termes peut-être de réalisation des, si vous voulez, des résultats auxquels nous aspirons tous. Professeur Abdoulaye Seck, vous êtes agrégé en économie. Parlons de questions budgétaires. Aujourd'hui, le déficit budgétaire est bien tenu par le gouvernement. Il y a la maîtrise de l'inflation, mais également de la dette publique. Sans compter le taux de croissance sur le PIB, qui est de 4,5 en 2014 et de 5,4 comme projection en 2015. Est-ce que cela signifie que le gouvernement travaille bien? En fait, travailler bien, peut-être qu'il faudrait vraiment une série d'argumentaires beaucoup plus longs pour pouvoir toucher à tous ces aspects macroéconomiques pour dire qu'effectivement, voici le bilan général. Mais je crois que de façon générale, nous sommes sur la bonne voie. Parce que lorsque vous regardez le profil de croissance, la croissance, si vous voulez, prend de l'ampleur dans ce pays-là. Autrement dit, la machine accélère. Parce que lorsque vous regardez ce que nous avons, peut-être, vous avez même cité le chiffre que nous avons en 2014, donc de 4,5, bon, il y en a qui parlent de 4,8, mais la prévision que nous avons cette année sera beaucoup plus importante. Et moi, je pense que lorsque nous réussissons, si vous voulez, ce programme ambitieux que nous avons à travers le PSE, l'ensemble de ces programmes, donc vous verrez qu'effectivement, lorsque les résultats commenceront tout simplement à se faire sentir, vous verrez que c'est des taux de croissance qui sont relativement très importants. Parce qu'une fois de plus, la croissance a besoin de quoi? La croissance a besoin d'infrastructures. La croissance a besoin de cadres institutionnels assainis. La croissance a besoin de règles du jeu que tout le monde puisse respecter. La croissance a besoin effectivement d'améliorer l'image du pays de façon à obtenir davantage de capitaux extérieurs. Donc je crois que si nous faisons cela, vous verrez que c'est des taux de croissance relativement très importants. Une fois de plus, ce qu'il faudrait, c'est d'être plus volontariste et d'accélérer effectivement le rythme. C'est vrai qu'on en parle d'accélérer la cadence. Mais il faut chercher tout simplement à traduire cela dans les faits. Et je crois que c'est... En fait, pour résumer, je dirais que nous tenons le bon bout. Oui, on tient le bon bout. Je peux ajouter même, aujourd'hui, les recettes budgétaires, 1464 milliards en 2012. Aujourd'hui, on est à 1673 milliards. Tout à fait. Comment améliorer cela, à votre avis? En fait, vous avez tout un ensemble de mesures qui sont mises en œuvre. Vous avez, par exemple, à l'époque, ce toilettage que nous avons au niveau du Code des impôts.
d'impôt. Et je crois que cela a effectivement encouragé, parce que la plupart des acteurs vous diront que c'est vraiment une bonne chose, parce qu'il faut tout simplement plus de transparence, mais également plus de rationalisation dans cette distribution du poids fiscal, ce qui est relativement appréciable à mon sens. Je crois que j'ai pu faire des analyses à l'époque. Mais je crois qu'un autre élément qui est encourageant dans ce sens, c'est de dire tout simplement que si vous voulez une croissance économique relativement très importante, il y a des fondamentaux qu'il faut chercher à maîtriser, parce que la plupart des investisseurs qui arrivent vont regarder, si vous voulez, ces fondamentaux-là. Quel est par exemple le risque inflationniste que nous avons dans ce pays? Quel est le risque politique que nous avons dans ce pays? Quel est le niveau de stabilité que nous avons dans ce pays? Quel est le niveau, par exemple, du coût des facteurs? C'est vrai qu'à ce niveau-là, il y a beaucoup de choses qu'il faudrait faire. Le coût du travail, le coût, par exemple, de l'énergie. Là, c'est vraiment des éléments qu'il faudrait tout simplement mettre sur la table et amener des réflexions très avancées, proposer des recommandations à ce niveau-là. Donc, je crois que de façon générale, comme j'ai dit, nous tenons le bon bout. Maintenant, tout ce qu'il faudrait, c'est une action... Travailler davantage. Travailler davantage. Et je crois que autre chose également qu'on pourrait tout simplement avancer, c'est qu'il faudrait une plus grande implication de ce PSE-là par les populations. Et à l'époque, il me semble qu'il y avait un débat, en fait c'est un débat régulier que la Banque mondiale organise dans ses locaux, autour de ces questions économiques et sociales qui touchent vraiment le Sénégal. Et à l'époque, je crois que ce que j'avais suggéré, c'est qu'il y ait un livre bleu du PSE, en termes très simples, qui va expliquer tout simplement aux populations ou bien aux citoyens lambda comme quoi qu'il est le principal actionnaire de ce plan-là et que les rendements que l'on pourrait avoir en termes de croissance accrue, en termes d'emplois créés, le principal bénéficiaire, c'est le citoyen. Donc si nous parvenons tout simplement à lui expliquer qu'il est le principal actionnaire et que tout dividende va s'approprier le PSE. Il va se l'approprier. Une fois qu'il se l'approprie, et quand on dit le citoyen, pour moi, ce n'est pas seulement l'individu, vous et moi, mais c'est également le secteur privé, l'entrepreneur ou bien le futur entrepreneur. Donc s'ils se retrouvent derrière ce programme, vous verrez qu'ils vont se l'approprier. Et une fois qu'ils se l'approprient, on n'aura même pas besoin d'avoir ces débats relativement généraux, mais on aura tout simplement une mise en pratique avec des résultats que l'on pourrait voir aujourd'hui. Professeur Abdoulaye Seck, je vous remercie infiniment. Merci d'avoir accepté cette invitation. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'avoir suivi. À vous, Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop.